ma mère a choisi d'aller en thérapie. Elle a 75 ans. Elle en a fait une il y a plusieurs années, quand mon père est décédé, entre autres, pour sortir de toute sa dépression, de son deuil. Ça l'a aidé à processer tout ça un peu plus vite. Et bon, elle est d'une génération où souvent les gens ne vont pas beaucoup vers la thérapie, mais là, bon, avec moi qui en parle souvent et tout, elle a décidé à 75 ans d'aller en thérapie, une fois par semaine. Et j'étais tellement fière d'elle, tellement contente, puis je sais qu'elle va régler des choses qui vont la suivre dans l'au-delà, qui va faire qu'elle va monter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, parce qu'elle va être beaucoup moins lourde quand elle va désincarner. Et si elle a à se réincarner, si elle ne suit pas tout le chemin des maîtres dans l'au-delà, si elle avait à se réincarner, elle va se réincarner avec beaucoup moins de charge aussi, dans des situations plus aisées. Alors, peu importe l'âge, même à 75 ans, à 80 ans, c'est toujours bon un parcours de thérapie. Alors, ce que ma mère a découvert récemment, c'est que en ce moment, elle est en train de faire toutes sortes de changements dans sa vie avec son mari, qui est mon beau-père, mon deuxième père, que j'en ai déjà parlé, qui a la maladie d'Alzheimer et qui est dans un centre et qui est en phase très, très avancée. Il y a certaines journées qu'il ne la reconnaît même pas, elle. Et elle doit apprendre à se détacher, puis comme elle est plus âgée, qu'elle a 75 ans, elle n'a pas toute la même énergie pour s'en occuper, puis aller le voir plus souvent et tout. Et c'est difficile parce que c'est un détachement de son conjoint qui avant allait mieux, puis c'est de détacher de est-ce qu'il va s'ennuyer de moi, est-ce qu'il a besoin de moi, est-ce que émotionnellement, comment il va vivre ça. Bon, alors elle est toute dans cette phase-là là, de prendre beaucoup de distance puis de protéger son énergie, puis c'est pas facile parce que ma mère elle est habituée de s'occuper des autres, puis de la famille, puis de nous, ses filles, moi puis ma sœur. Alors, c'est difficile pour elle de mettre ses limites, puis que quand elle est fatiguée, la thérapeute lui faisait remarquer, lui disait, quand tu dis « Ah, j'ai envie d'aller voir Yvon, qui s'appelle mon beau-père, vas-y. Mais si tu dis « Il faut que j'aille voir Yvon », c'est pas une bonne idée. Le « il faut », ça prouve qu'il y a une pression, qu'on se sent mal, qu'on est croche, puis on force notre énergie. Puis quand on force, c'est pas un bon alignement, puis c'est pas bon pour notre santé, pour notre vibration, pour tout ça. Donc, de trouver quand est-ce qu'elle a vraiment une joie à aller le voir, puis quand est-ce que c'est tellement lourd pour apprendre à respecter ses limites, puis pas juste le faire pour les autres, mais voir où sont ses propres limites. Et dans tout ce travail-là aussi dont je parle, pour écouter plus nos émotions, ça nous demande d'écouter notre corps, à écouter ce qui monte, parce que si on ne s'écoute pas intérieurement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Puis notre focus est à l'extérieur avec les autres, puis on ne remarque pas comment on se sent, puis où sont nos difficultés, nos fatigues, nos malaises. Alors tout ce parcours-là de mieux-être, d'éveil, de spiritualisation, nous demande d'être beaucoup plus vigilants avec tous les symptômes dans notre corps, toutes nos sensations, nos moments de légèreté ou de fatigue, puis les moments où on force, il faut que je fasse ça, ou les moments où on est enthousiaste à le faire. Alors, j'arrive à la fin de l'histoire avec le lien avec des peurs enfouies du passé qui remontent. Ma mère a trouvé que quand mon beau-père a commencé à être assez avancé dans l'Alzheimer, mais qui était encore à la maison, mais que là, il était vraiment en grande perte d'autonomie, puis là, il commençait à sortir, puis à s'égarer, puis être capable de revenir à l'appartement. S'il allait prendre une marche, il ne retrouvait pas toujours son chemin pour revenir à l'appartement. S'il voulait comme descendre au garage à la voiture, mais ne les conduisait plus, du garage à l'ascenseur, il se perdait comme si c'était un labyrinthe. Puis là, les mesures n'étaient pas toutes en place pour pas qu'ils sortent de l'appartement tout seul. C'est comme des enfants, hein? Une personne Alzheimer, des fois, qui avance comme un enfant qu'on doit surveiller. Et là, ma mère, des fois, elle sortait pour aller faire des commissions, et une fois de temps en temps, elle allait au salon de coiffure. Et là, elle a trouvé cette semaine que quand elle a commencé à avoir de plus en plus peur pour son conjoint, mon beau-père, elle s'est souvenue qu'une fois elle était au salon de coiffure, puis elle trouvait que ça prenait du temps, puis là elle trouvait qu'elle l'avait laissé longtemps, puis là elle a commencé à se sentir très très mal, puis elle s'est fait des peurs sur peut-être s'il était sorti de l'appartement, s'il était parti, où est-ce qu'il sera allé, s'il ne revient pas, s'il n'a pas son portefeuille puis ses cartes, qui va le trouver. Elle s'est toute fait un scénario de peur. Puis là, quand elle est sortie du salon de coiffure, elle voulait arrêter chez Dunkin' Donuts pour chercher quelques beignes pour elle et mon beau-père qui avait beaucoup les beignes. Non, c'était Tim Hortons, c'était pas Dunkin' Donuts.
Et ça prenait 10 minutes de plus, arrêter, les acheter, revenir à la voiture, tout ça. Et là, elle est arrêtée de peur parce que ça lui prenait encore plus de temps. Donc, tout ça a remonté à la surface, comment cette journée-là, elle avait eu super peur. Et là, ce qui se passe, c'est que des fois dans nos émotions, les peurs qui ont des thèmes semblables, ça fait comme une grosse boule. Puis tout se colle ensemble, puis on vient qu'on ne sait plus par quel bout prendre la boule de notre stress, de notre malaise. Ça s'est tout aggloméré ensemble. Des fois, on est capable d'en prendre une partie, puis on regarde une partie, puis on travaille ça. Puis d'autres fois, là, c'est une grosse affaire, puis on vient tout croche, tout mal, puis on ne sait plus par quoi le prendre. Puis là, c'est ça que ça a fait à l'intérieur de ma mère, c'est que elle fait de la thérapie, elle règle des choses, elle est en train de changer sa relation avec son conjoint, qui fait des flashbacks avec des choses quand la maladie a commencé, et que tout d'un coup, ça a remonté, puis c'était relié au fameux salon de coiffure où elle était si mal, puis que là, avec tout ça qui remonte, puis dont elle veut s'alléger, ça a remonté récemment dans le salon de coiffure. Puis, elle a réussi à faire monter ça aussi parce qu'elle a réussi à accepter sa peur parce qu'il y a 2 fois qu'elle est allée au salon, puis elle était tellement mal qu'elle revirait le bord. Mais avec l'aide de sa thérapeute, elle lui a dit « il faut que tu laisses monter, il faut que tu laisses monter pour que les images viennent, pour que tu saches à quoi ça c'est relié. » Puis ma mère était très très fière d'elle parce qu'elle a resté tout le temps, puis le temps qu'on a fait sa teinture, le temps qu'on a fait la mise en pli, tout ça, elle était mal dans l'énergie parce que la vieille peur inconsciente remontait, mais tant que c'est pas assez conscient, elle n'avait pas encore les images, elle avait juste le malaise. Puis c'est ça qui se passe des fois dans nos vies. Un malaise du passé monte, puis on n'a pas encore les images. Puis il faut accepter d'être mal, il faut que le malaise monte. Puis il faut rentrer dans ça, puis respirer, puis le vivre pour que ça monte. C'est comme on dit, c'est du focusing, on focus sur l'émotion. Puis qu'à un moment donné, les images arrivent, puis qu'on fasse le contact, puis qu'on puisse dénouer de plus en plus l'énergie de peur ou de malaise. Et aider de sa thérapeute et peut-être moi aussi, nos discussions et tout ça, et de sa volonté d'aller mieux, elle a resté au salon de coiffure. Elle disait même que quand elle s'en allait en voiture, à un moment donné, elle était dans le stationnement, puis elle tremblait dans son auto parce qu'elle avait peur avant d'y aller. Puis elle dit, il faut que j'affronte ma peur, il faut que je laisse monter qu'est-ce qui vient. Puis c'était, là, je dirais, 2 heures très, très difficiles pour elle. Puis elle a dit même à la coiffeuse, excusez-moi, je suis un peu malade, je suis troublée émotivement ces temps-ci, je ne serai pas une bonne cliente, je ne vais pas jaser avec vous. Puis d'habitude, ma mère a placote, puis tout ça. Là, elle n'était pas capable de jaser avec elle, mais elle a visé. Puis la coiffeuse a dit, il n'y a pas de problème, madame, puis tout ça, on va être tranquille. Elle a tout fait ses choses sans parler. Puis ma mère, elle se concentrait, elle respirait, elle se calmait, elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Puis sa thérapeute lui avait dit, n'hésitez pas. Madame Morin, dites-le à une personne si vous avez un malaise que vous êtes un peu malade en ce moment, que vous êtes en train de régler des choses, que dites-le aux gens pour pas qu'ils se posent 50 000 questions puis qu'ils pensent que vous avez l'air bête. Puis là, ils vont comprendre puis ils vont vous laisser tranquille. Donc c'est ça, ma mère, en temps ordinaire, elle ne l'aurait pas dit, oh, on ne parle pas de ça, mais là, elle l'a dit. Écoutez, je suis un peu malade. Bon, fait que déjà, ça l'a aidé à s'accepter, à s'aimer là-dedans, à laisser monter. Puis avec tout ça, là, comme je dis, la montée est venue, les prises de conscience sont venues. Alors c'est ça, il y a des blessures, des blocages, des tensions dans notre parcours. Puis on a besoin de temps pour dénouer ces choses-là. OK, alors j'étais dans la liste, le point numéro 7, faire la liste de nos peurs. Ensuite, on arrive au point numéro 8, faire la liste des pensées erronées et des vérités. Toutes nos pensées erronées, c'est toutes les choses qu'on pense qui fait que ça nous apporte du malaise, de la souffrance. À la limite, on pourrait même dire un malaise corporel. Chaque fois qu'il y a une souffrance dans notre corps, c'est qu'il y a eu quelque part une pensée erronée parce qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas harmonieux, qui ne respectait pas les lois divines et ça s'est répercuté à plein niveau dans la pensée, dans les émotions et jusqu'aux actions et jusqu'au corps. Donc, on a besoin, au-delà de toutes nos dépendances, colère et frustration, peur, de remonter à trouver des pensées qu'on a eues.
Et par exemple, si je reviens avec l'exemple de ma mère, ben, à un moment donné, c'était la pensée, je ne peux pas placer mon mari, faut que je le garde à la maison le plus longtemps possible, quitte à se rendre malade. Puis à un moment donné, ça n'a pas de bon sens parce que les aidants naturels, ils ont envie de mourir avant les autres. Ils sont tellement épuisés qu'ils souhaitent mourir ou ils tombent malades. Fait qu'à un moment donné, il faut se dire, ben c'est moi ou l'autre, puis l'autre est plus malade que moi, l'autre, il va être placé dans un centre, puis moi, je suis en survie, puis il faut que je m'occupe de moi. Donc, ma mère, elle avait l'espèce de pensée erronée, si je suis une bonne épouse et tout ça, je vais le garder le plus longtemps possible dans son milieu familial, mais avec un prix énorme de sacrifices, de contraintes, de 24 heures sur 24. Bon, fait que ça, c'est juste un exemple, mais on a toutes sortes de pensées à toutes sortes de niveaux où on se fait violence à nous, avec les autres. On n'est pas dans l'amour de nous, on n'est pas dans l'amour des autres. On a besoin d'essayer de trouver où sont nos pensées erronées et où sont les pensées de vérité, en accord avec la vérité divine. Et quand on est dans la vérité, il y a toujours quelque chose qui est plus paisible, qui est plus harmonieux, qui est plus joyeux à la limite. C'est pas toujours évident. Des fois, on se demande si une pensée elle est vraie ou si elle est fausse, si elle est erronée. On peut en parler avec d'autres personnes, mais on a besoin de développer notre discernement comme ça. Et aussi, ça me fait penser, il y a quelqu'un qui m'écrivait au sujet d'enseignement d'un autre maître spirituel, je ne mentionnerai pas, et qui avait trouvé des erreurs dans le fonctionnement de ce maître-là. Puis il avait de la misère à dire, est-ce que c'est vrai que c'est erroné les pensées de ce maître-là, puis que moi, j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui est plus juste, qui est plus vrai, qui est plus divin que cet enseignement-là. Puis j'ai dit, ben oui, puis je suis bien d'accord avec toi. Puis si tu en parles à certaines autres personnes, il y en a d'autres qui vont être d'accord. Donc, peu importe la personne, le maître, le guide, l'auteur, l'écrivain, on est tous en cheminement et parfois, il y a des zones erronées en nous, puis il y a des zones de vérité. Et on n'a pas tous trouvé les mêmes zones erronées puis les mêmes vérités. Et c'est vraiment important de se respecter dans ce qu'on a compris. Puis si on a l'impression que quelqu'un d'autre n'a pas encore compris quelque chose qu'on a compris, bien, de se créditer nous-mêmes puis de dire oui, je l'ai compris, puis j'accepte que cette personne-là n'a pas compris, même si c'est un grand enseignant ou une grande enseignante en psychologie ou en spiritualité ou en sciences ou une personne publique. Parce qu'il y a tellement de facettes dans notre être qu'on ne peut pas tout savoir, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout intégré. Donc, on a du nettoyage à faire dans ça, puis aussi avec ce qui nous est apporté des autres personnes. Puis donc, même moi, je le dis des fois, je conseille des gens par courriel où j'ai écrit mes textes, j'ai fait mes vidéos, puis souvent je leur dis, je suis à la limite de mon expérience actuelle. Si j'apprends d'autres choses, si j'intègre d'autres choses, je vais pouvoir peut-être dire autre chose un jour qui va être différent. Alors, prenez ce qui vous convient dans ce que je vous partage, puis si ça ne vous convient pas, mettez-le de côté, mais jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Gardez tout ce qui est bon. Rejetez pas l'ensemble de tout ce que je suis, tout ce que je partage, parce qu'il y a 4-5 idées que vous n'aimez pas. Puis moi, je fais la même chose avec les gens, avec les enseignants, avec les écrivains. Je peux reconnaître qu'il y a plein d'éléments que j'aime, puis qu'il y en a un certain nombre que j'aime pas. Bon, ça, je suis pas d'accord, mais ça, je suis d'accord. Alors, il faut développer comme ça notre discernement avec les gens et avec les enseignants en psychologie et en spiritualité. Donc, se faire une liste pour nous, qu'est-ce qui est le plus des pensées erronées qu'on a ou qu'on a eues, qui nous font des problèmes, et les pensées plus justes. OK. Ensuite, le point 9, faire la liste de nos priorités au niveau de l'ordre divin et de notre ordre personnel humain. Les priorités dans l'ordre divin, c'est en général de donner un temps de communion avec Dieu pour se relier à l'énergie divine qui est la source. Par la suite, c'est notre soi spirituel, être en contact le plus possible avec notre soi intérieur, se respecter nous-mêmes, et ça inclut qu'on ait une âme sœur ou une flamme jumelle. Si éventuellement on est en couple, cette partie-là avec qui on chemine tellement proche, cet être-là est tellement important dans notre vie que si c'est une âme sœur, c'est proche, mais si c'est une flamme jumelle, c'est vraiment la moitié de notre flamme intérieure. Alors, là, à ce moment-là, le besoin de l'autre, notre besoin, c'est très, très semblable parce que ça joue dans notre unité, dans notre harmonie fondamentale. Fait que ça joue dans la notion du soi quand on est avec la flamme jumelle. Donc, Dieu, le soi
et la flamme jumelle. Ensuite de ça, il y a toutes les autres personnes, comme nos enfants, nos amis, nos collègues. Il y a certains groupes comme ça. Puis habituellement, bien, les enfants passent en priorité avant les amis, avant les collègues. Donc, tracer nos priorités comme ça. Puis après ça, va découler, par exemple, ça peut être comme des animaux, si on a des animaux domestiques, s'il y a des choses qu'on aime dans la nature, les plantes, les végétaux. Donc, il y a comme une ordre de priorité. Et au niveau personnel, on se fait notre propre ordre, puis des fois, il y a des mélanges dans ça. Puis nous-mêmes, notre soi, on va le mettre en dessous, puis on va faire passer notre chien, on va faire passer nos enfants, on va faire passer notre conjoint bien avant nous, en se reniant, en s'oubliant, en se dénigrant. Alors, il y a des façons de mal placer, où il y en a que c'est les enfants. S'ils ne s'occupent pas bien de leurs enfants, ils vont placer les enfants en bas de la liste. Puis ils vont aller voir passer les amis quand ils vont aller au bar ou quand ils vont aller au club de bridge ou je ne sais pas trop quoi avant leurs enfants. Bien, les priorités ne sont pas bonnes, puis ça ne suit pas un ordre plus divin. Donc, tout ça va amener des problèmes, va amener des frustrations, va amener des conflits, va amener des peurs, ça va générer toutes sortes de choses. Alors, on a besoin d'établir notre ordre de priorité pour savoir c'est quoi notre alignement. Et la dernière liste aussi, que Yeshua suggérait de faire, c'est une liste de nos activités de fuite pour en être plus conscient. Parce que pour faire du travail comme ça, sur nos dépendances, sur notre alimentation, sur nos peurs, nos accusations, nos colères, nos pensées, nos types de pensées, tout ça, nos priorités, on a besoin d'avoir du temps, puis on a tellement de fuite que le temps fuit et le temps, on le perd. Alors, c'est bon de devenir plus conscient avec une liste de quelles sont nos activités de fuite. Ça me fait penser aussi que cette liste-là, elle va être marquée en dessous de la vidéo. J'aurais dû le dire au tout début, mais en tout cas, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, quand il y a des résumés de certaines choses, c'est toujours marqué dans le texte en dessous de la vidéo. Donc, nos activités de fuite, comme je disais, si vous savez qu'à un moment donné, il y a trop d'heures de télé, trop d'heures d'ordinateur, trop de sorties dans un bar, trop de sport, trop de restos, trop d'achats, trop de je sais pas quoi, vous le savez. Trop de lecture, on peut fuir aussi dans des heures et des heures et des heures, trop de lecture, ou on peut fuir dans le travail, en faire, s'épuiser au travail. Je pense à un ami avec qui j'avais proposé du temps de thérapie gratuitement dans mes activités à la cafétéria de l'hôpital. Puis au départ, il était tout content parce qu'il disait « je cherche la thérapie, puis la thérapie spirituelle, puis je cherche pas trop cher parce que j'ai pas beaucoup d'argent. » Puis j'ai dit ça, j'ai une nouvelle programmation d'activité, tu peux venir les après-midi, puis... Et finalement, là, il était en pause de travail, puis il y avait une petite période de pause dans sa vie. Puis, tout à coup, là, il est allé mettre plein de publicités pour trouver des nouveaux contrats, puis se trouver des nouveaux contrats, puis en l'espace de 2 jours, il était débordé de contrats. Puis là, il en avait pour toute la journée, puis le soir, il était tellement fatigué, puis il n'y avait plus aucune plage horaire pour venir à mes activités. Bien, il y a un peu de fuite dans ça. C'est sûr que ça rapporte de l'argent, puis... mais de la façon dont c'est parti dans le travail et tout, puis en plus, c'était une personne qui n'avait pas vraiment de problème d'argent, qui avait un gros coussin de sécurité et tout. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la fuite. La thérapie était offerte sur un plateau d'argent. Et je disais tantôt, ben, il y a comme un paradoxe, là, je disais, il ne voulait pas payer trop cher, puis un coussin de sécurité. Bon, ben, mettons, si je rajoute le détail, il y a un coussin de sécurité, mais c'est quelqu'un qui a eu une enfance très, très difficile, très, très pauvre, donc qui est très, très insécure avec son coussin de sécurité, puis qui ne veut pas trop prendre d'argent sur ça, donc qui ne veut pas trop dépenser pour des choses qui ne sont pas essentielles. Juste pour faire le lien, pour être cohérente avec mes 2 choses que j'ai dites. Alors, donc c'est ça. Alors lui, la fuite, c'était dans le travail, dans des nouveaux contrats, pour être certain que finalement, il n'y avait plus de temps pour la thérapie. Des fois, 2 amis ou 2 conjoints ont des choses à régler, puis il y en a toujours un des 2 qui va dire « Ah, je peux pas, j'ai ça. » Puis ça reporte une autre journée, puis une semaine après. Puis là, on n'arrive pas à avoir du temps ensemble. Ou des fois, c'est ça avec nos enfants. C'est peut-être les enfants qui vont se trouver des fuites, ou c'est l'enfant qui veut parler aux parents de quelque chose,
Puis là, le parent a toujours quelque chose ou l'enfant a toujours quelque chose. On a toutes sortes de façons de fuir pour ne pas rentrer dans la discussion vraie, dans le face-à-face, dans les choses qu'on sait qu'il y a des émotions qui vont monter quand on va en parler. Parce qu'on a peur de comment on va se sentir, on a peur de nos réactions, on a peur des larmes qui peuvent monter, de la colère qui peut monter. On a besoin de s'accueillir, s'aimer, s'accepter dans tout ça, puis savoir que plus on va laisser monter, plus on va s'en libérer vite. Alors, devenir plus conscient de quelles sont nos fuites pour les déjouer, pour moins se faire attraper, puis se donner le temps qu'on veut se donner pour les choses qu'on veut vraiment faire. C'est très précieux. On entre maintenant dans l'étape 11. Choisir des moyens de faire face directement aux émotions. Donc, on a parlé tantôt de la séquence, là, les dépendances, les colères-accusations, les peurs, les pensées erronées. Bon, donc dans tout ça, quand on prend conscience de ça, on liste des émotions troubles qui nous habitent, des relations troubles qu'on a. Et là, c'est bon d'en faire la liste, mais là, il va falloir les approfondir, il va falloir accepter de rentrer dedans avec le temps qu'on s'est dit qu'on mettrait dans notre pièce spéciale où on va faire ça. Alors, parmi les moyens qu'on peut prendre pour faire face aux émotions, il y en a de toutes sortes, mais je vais vous en nommer quelques-uns dans le temps que vous prendrez pour faire face. Le premier moyen, c'est la prière. Donc, quelle que soit la chose qui vous trouble émotionnellement, je vous conseille de l'amener en prière. Et là, ce n'est pas une prière avec un texte mécanique de « Je vous salue Marie » ou « Notre Père ». C'est une prière qui est une communion avec votre Mère divine, votre Père divin, l'enfant divin en vous, qui est la racine de votre être, votre soleil intérieur, c'est votre enfant divin. Alors, vous vous asseyez, puis vous communiquez avec le divin à l'intérieur de vous, puis vous racontez de quoi vous avez peur, qu'est-ce qui monte, comment vous sentez mal, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans, d'où ça vient, comment se défaire de ça. Amenez vos peurs et vos émotions intenses dans la prière. C'est le chemin le plus direct pour des grandes infusions de lumière. Demandez, vous recevrez. Alors, amenez votre travail émotionnel toujours dans des sessions de prière. Ça va être très, très puissant. La deuxième chose, c'est le journal personnel que je recommande depuis longtemps parce que tout ce qui est plus intérieur en prière, en méditation, des fois, notre concentration part dans toutes sortes de directions. J'étais à la chapelle de l'hôpital cet après-midi et les 2 dernières journées, j'étais accompagnée et j'ai guidé les activités, des respirations profondes qu'on a faites, un temps de prière, un temps de visualisation créatrice, des décrets de lumière. Donc, on avait un temps où je guidais, puis après ça, on avait un temps de silence. Mais ça m'aidait à rester toujours concentrée. Aujourd'hui, toute mon heure, j'étais toute seule. J'étais un peu moins efficace parce que j'étais toute seule, je n'avais jamais à parler haute voix, je n'avais pas à me structurer dans le temps. À un moment donné, je suis partie dans ma conférence de ce soir, dans des choses que je pensais. Je suis partie dans un jus que j'avais pu, puis il faut que je me rachète ça à l'épicerie, il me manque tel jus. Je suis partie dans quelque chose en lien avec ma fille pour le week-end. Alors, parfois, quand on fait un travail intense, si on a un papier et un crayon, puis qu'on écrit, c'est bon. Et le journal personnel, j'en ai parlé, je pense, la semaine passée aussi. Non, c'est pas la semaine passée, en tout cas, je ne me souviens pas dans laquelle des vidéos. J'ai résumé la technique de ça sur mon texte du programme du mon site de programme du 3e millénaire, là où je mets aussi des nouveautés. Alors, vous allez sur mon site, les www.everyoneweb.fr/programme du 3e millénaire. Ça va être marqué en dessous de la vidéo. Dans le menu à gauche, vous avez la section journal spirituel. Vous avez aussi mon petit programme École initiatique moderne. Vous avez 10 méthodes pour trouver des solutions. C'est des petits textes synthèses qui peuvent vous aider. Donc, le journal personnel, ça va aider. On adresse notre journal toujours à une présence divine qui nous guide. On commence à écrire ce qui nous vient. On écrit sans censure. Au début, on va écrire plus avec notre mental. Et au fil du temps, on va sentir qu'on est assisté de nos guides, de notre maître interne. Puis vous allez découvrir que votre écriture va être de plus en plus intelligente. Puis des fois, vous allez être tellement surpris des trouvailles que vous allez faire. Vous allez avoir envie de partager ça avec des amis, des gens de votre famille, de faire un livre, de faire un article. Les courants d'écriture inspirés, là, ça se développe beaucoup dans notre humanité. Ensuite, il y a tout ce qui est la thérapie. Autothérapie ou thérapie à deux. Donc, il existe toutes sortes d'approches, puis vous pouvez prendre des livres sur ça, vous pouvez aller en thérapie. Et il y a aussi l'approche que je conseillais, qui est une approche souvent qui est gratuite, c'est ce qu'on appelle les centres d'écoute active. Je ne sais pas dans votre pays s'il y en a, comme ici, mais ici au Québec, on est chanceux. Le courant de la psychologie est assez fort et il y a beaucoup de villes où il y a des centres d'écoute active au téléphone ou en personne.
À Montréal, il y a le Centre d'écoute active de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Il y a le centre Le Havre au Complexe des Jardins. C'est des lieux subventionnés, alors c'est gratuit et il y a des thérapeutes qui ont formé des équipes de bénévoles dans l'amour inconditionnel. Ces bénévoles-là sont formés pour nous écouter, ne pas nous juger, comprendre qu'il y a toutes sortes de choses qui causent toutes nos problématiques. Et quand on va là, c'est un lieu de parole. On parle, on a 1 heure pour parler, soit au téléphone, soit en personne, et dire, raconter notre vie et laisser notre sagesse intérieure, notre maître interne nous aider. Et moi, il y a eu des périodes dans ma vie, des fois, où je n'avais pas toujours un thérapeute pour moi ou un ami qui jouait un rôle de thérapeute avec moi. Et après avoir fait de la thérapie avec certaines personnes, j'allais moi-même au centre d'écoute active pour processer des choses que je venais de vivre. Alors, peu importe qui vous êtes, peu importe votre profession, votre travail, peu importe votre âge, ne négligez pas ces services-là qui souvent sont gratuits parce qu'ils sont subventionnés. C'est une forme de thérapie qui est très responsabilisante parce que vous n'avez même pas de coach directement, vous parlez. Vous avez un lieu de parole, un lieu de conscientisation, un lieu de clarification, puis c'est comme le journal personnel, mais c'est en parole. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Dans ces centres-là aussi, des fois, ils ont des adresses, ils ont des pamphlets pour nous référer à certains centres, certains thérapeutes, certaines approches, certains groupes. Naturellement, il y a tous les groupes AA pour ceux qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, de dépendance sexuelle, de dépendance émotionnelle. Bon, il existe dans le monde beaucoup de groupes AA. Si un groupe AA près de chez vous, ça aussi c'est gratuit. Des fois, ils font une collecte dans un chapeau juste pour payer le local. Bon, toutes les techniques des 12 étapes, ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens aussi. Mais si vous pouvez vous payer un thérapeute en privé, ça peut être bien. Ou ce que moi je propose souvent dans la formule thérapie, et c'est ce qu'on va avoir aussi quand on va avoir le centre multidimensionnel à Montréal, on va avoir une assez grande salle de thérapie avec des îlots. Des petits îlots, qui va y avoir 2 chaises, une table, une boîte de Kleenex, une petite poubelle, et les gens vont aller s'asseoir 2 par 2 pour se parler. Et là, parfois ils vont dire, là, pour une demi-heure, c'est moi qui parle. Après ça, pour l'autre demi-heure, c'est toi qui me parles. Ou pour 1 heure, 1 heure. Ou aujourd'hui, c'est moi. Dans une semaine ou dans quelques jours, ça sera toi. Beaucoup de gens ont une ouverture thérapeutique, psychologique. Beaucoup de gens ont des outils. Beaucoup de gens ont lu, ont suivi des ateliers. Donc, il y a beaucoup de compétences psychologiques naturelles chez les gens. Et des fois, de s'entraider, c'est bien. Donc, vous pouvez vous faire des jumelages 2 par 2. Et vous pouvez le faire aussi au téléphone. Si vous êtes loin de quelqu'un qui serait bon pour vous, proposez ça à quelqu'un, puis faites un échange pour pas que ça soit toujours le même qui soit le thérapeute. Alors tu dis là, je vais te parler de certaines choses, puis tu peux juste m'écouter, ou si tu as des trucs, des idées, tu pourras me les donner aussi. Vous pouvez choisir la formule avec coaching ou juste dans l'écoute, puis vous offrez le même service à l'autre personne. Et vous pouvez même l'offrir des fois à des personnes âgées. Parce que les personnes âgées ont beaucoup de temps à comparer à d'autres personnes qui courent parce que le travail, la famille, les enfants, tout ça. Donc, dans les centres pour personnes âgées, des fois, il y a des personnes âgées qui ont beaucoup, beaucoup de temps, mais qui sont très, très lucides. Vous pouvez faire un jumelage comme ça avec une personne âgée, puis faire une demi-heure, 1 heure, 1 heure. Fait que tout dépend de votre créativité, de votre volonté de vous aider, d'aider quelqu'un, d'offrir de votre amour, de votre écoute. Il existe toutes sortes de formules. Et les plus conventionnelles, c'est les thérapies en privé, les thérapies de groupe, mais qui sont habituellement plus payantes. Et si vous êtes à Montréal, vous pouvez venir à mes activités d'après-midi. Ça, c'est mon site Le Chemin de l'Amour Divin, que vous avez toute l'annonce des rencontres à la cafétéria de l'hôpital, à la chapelle. J'ai appris aussi qu'ils ne l'appellent plus la chapelle, vu qu'elle est futuriste, qu'elle a été transformée, qu'il y a des belles peintures, qu'on dirait des anges, des archanges, qu'il y a une espèce de Christ ressuscité, juste une forme de lumière hanté sur le mur, c'est de toute beauté. Il l'appelle le lieu de recueillement. Donc, j'ai vu une personne faire du tai chi, j'ai vu une personne musulmane faire ses prières, moi j'y vais. J'ai vu des gens faire du counseling ensemble, puis quand quelqu'un rentre, là, il rentre en silence. Donc, c'est un lieu de recueillement. Et c'est ça, je suis là régulièrement. C'est mon site juliedemontréal.wix.com/, le chemin de l'amour, avec un tiret entre chaque et un tiret entre L' et amour. Ça va être marqué sous la vidéo. Et finalement, une autre façon aussi de travailler nos émotions et tout ça, c'est toutes les lectures de textes psychologiques et les vidéos. Vous avez beaucoup d'informations dans tous mes textes à moi, tous mes PDF gratuits sur mon site juliemorin.ca. Vous avez tout mon site du cours en miracle, qui a beaucoup de ressources aussi.
Vous avez plein de gens sur le web, vous avez énormément de livres. J'ai découvert d'ailleurs cette semaine le livre Créateur d'avant-garde d'Abraham, qui est un livre que j'ai référé tellement de fois. Ça, c'est sur mon site sur la loi d'attraction, everyoneWeb.fr/Abraham. J'ai référé le livre d'Abraham, j'en ai dactylographié un extrait même. Il est en audio et il a été mis sur le web, il y a comme 2 heures d'audio du livre. Donc, si vous faites une recherche, si je le retrouve comme il faut, je le mettrai sous la vidéo, là. En tout cas, c'est Abraham, créateur d'avant-garde, Esther X. C'est ça, faites une recherche sur YouTube, vous allez peut-être trouver la couverture de ce livre-là avec tout le fichier audio. OK, on arrive maintenant au point 12. J'ai presque fini, puis la conférence va se terminer bientôt aussi parce que j'arrive à la fin. Le point 12, c'est l'importance de la respiration profonde. Respirer profondément, assis, debout. La respiration, ça a été très connu aussi avec toute l'approche qu'on appelle le rebirth, la renaissance. Les gens qui faisaient des sessions étendues avec un coach, un thérapeute, ils respirent en boucle. Ils respirent, puis puis à un moment donné, il y a des choses qui montent. Parce que dans notre vie, quand on a eu des blessures, des traumatismes, on a bloqué la respiration. Puis là où la respiration a été bloquée, il y a des choses qui se sont cristallisées, qui se sont cachées, qui se sont enfouies dans notre inconscient. Et qu'on a oublié aussi. Et quand on respire en profondeur, on aide l'énergie à circuler, puis on aide des mémoires à remonter, que ce soit des images, que ce soit des émotions. Alors la respiration, c'est très important pour nous connecter au divin. C'est un cycle avec l'énergie divine, mais c'est un cycle aussi avec ce qui est comme infra-humain, ce qui est blessé à l'intérieur de nous. La respiration profonde reconnecte tout, du divin à l'humain en souffrance. Alors, respirer en profondeur, ça nous aide dans notre processus de guérison. Donc, dans vos journées, quand vous y pensez, essayez de prendre le temps de bien respirer, puis de respirer davantage avec le bas du ventre, pas juste avec le haut du torse, tout le ventre, tout notre côté enfant. Respirez plus en profondeur. Et dans des moments que vous pouvez, que vous êtes plus tranquille ou plus seul, respirez encore plus en profondeur pour laisser monter des choses qui sont cachées. Et quand ça commence à monter, puis quand vous avez peur, ou quand les armes montent, ou quand la tension, ou des fois on a peur de contacter des souvenirs où on a eu mal, ou on a peut-être été battu, ou on a été traumatisé de quelque chose. Alors s'il y a un stress qui monte, puis qu'on a très peur avec la montée d'émotions, il y a entre autres une technique pour bouger notre corps, pour respirer en profondeur, pour laisser sortir l'énergie, pour bouger dans notre corps de différentes façons, de bouger avec la respiration, avec le souffle. Alors, plus on va respirer en profondeur, plus on va s'exprimer dans notre corps, plus l'énergie va être fluide, plus elle va passer. Alors, permettez-vous ça aussi si vous êtes tranquille, pas si vous êtes entouré de plein de gens qui ne savent pas ce que vous faites et qui vont dire « Coudon, es-tu fou ou es-tu folle? » Mais si vous avez une zone protégée, respirez en profondeur, ou si vous êtes étendu, vous pouvez être aussi étendu sur un lit, mais aussi vous donner cette possibilité-là de laisser l'énergie passer, puis de bouger dans votre corps pour la laisser se processer. Donc, ça l'aide à faire face à la peur, à la résistance, qui fait qu'on veut tout arrêter, puis qu'on se dit « Ah, ben, je vais aller faire d'autres choses, je vais aller écouter la télé, je vais aller sur Internet pour rentrer plus dans vos émotions, dans les choses qui sont à guérir. OK. Et le 13e point, c'est de se remercier pour tout le processus effectué. À chaque fois que vous vous donnez du temps pour faire quelque chose au niveau psychologique avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, à deux ou en groupe, remerciez-vous. C'est un cadeau que vous faites à votre âme. C'est un cadeau que vous faites à une autre personne. C'est un cadeau que vous faites à un groupe. Même si c'est juste lire un bon livre aussi qui vous donne des nouvelles pistes en psychologie, en spiritualité. Tout le temps que vous mettez dans votre processus de croissance, de guérison, de transformation, appréciez-vous, aimez-vous, valorisez-vous dans ça et faites la même chose avec les gens autour de vous. Et des fois, moi je parle d'un cahier de remerciements, on peut écrire toutes les choses pour lesquelles on remercie cycliquement, là, que ce soit, si ce n'est pas tous les jours, à l'occasion. Moi, j'ai ce que j'appelle mon journal de gratitude, et parfois je prends mon journal, puis là j'écris des merci pour différentes choses. Et
dans tous les merci, pensez à vous remercier. Parce que comme je dis souvent notre vie, c'est l'extérieur. Tout, c'est autour, puis on ne voit pas ce qui part de nous, puis comment on aimante, puis comment il y a la loi d'attraction. Alors, quand on remercie à l'extérieur, à un moment donné aussi, il faut remercier à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre semaine? Qu'est-ce qu'on a fait des fois dans notre vie? Avoir des moments pour se remercier, se valoriser, accepter qui on est dans notre beauté, dans notre bonté, dans notre côté solaire. On a besoin de ça aussi. Pas juste l'attendre des autres, mais se le donner nous-mêmes. Et plus on se remercie, plus on s'apprécie, plus on s'aime, plus les autres aussi vont avoir de la facilité à nous remercier, à nous apprécier, à nous aimer. Parce que, comme on dit, c'est une vibration qui se communique. Plus on est dans cette vibration-là, plus les autres vont la ressentir aussi. Et avec tout ça, le fait de se remercier, puis de voir comment les énergies sont, le dernier détail, c'est finalement de remarquer dans nos journées tout le processus de la loi d'attraction. Qu'est-ce qu'on attire qui est lumineux ou qui est plus sombre, comme événement, comme relation, comme... Il y a, je dirais toujours, mais bon, je vais le nuancer, je vais dire souvent pour ne pas nous faire peur, un lien direct avec nos énergies internes, mais comme on n'est pas assez conscient de nos pensées, de nos émotions, de nos états dans lesquels on se trouve, on ne remarque pas vraiment comment on a contribué des fois dans certains contextes. Alors, on a besoin d'être de plus en plus vigilant avec notre monde intérieur. Et quand il se produit quelque chose de spécialement bon, agréable ou de désagréable, on peut faire un retour puis se dire « Qu'est-ce que ça a été mon attitude? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Puis comment j'ai été avec ces gens-là? Puis tout ça. » Puis se poser des questions pour voir où il y a des racines à l'intérieur de nous, de peur, de non-estime, de non-valorisation. Puis des fois, c'est juste ancré dans des vieilles blessures, là. On peut juste avoir un sentiment enfoui qu'on n'a pas assez de valeur ou qu'on n'est pas assez capable, puis c'est pas vrai. C'est des faussetés à notre sujet. Mais on est habité de ces vieilles affaires-là, ou qu'un professeur nous a dit, ou qu'un parent nous a dit, puis qu'on s'est tapé sur la tête, ou on reste ancré avec des vieilles expériences du passé, puis on porte ça, on émane ça sans rendre compte, puis les gens réagissent à ça. Donc, on est appelé à tout transformer ça. Et plus on va être dans notre énergie aimante, douce avec nous-mêmes, rayonnante, plus on va avoir tendance à attirer ça aussi autour de nous. Puis il ne faut pas se décourager. Ici et là, il y en a des relations, ça va mal. Il y en a des contextes, ça ne vire pas comme prévu. Mais plus on va remettre de la douceur, plus on va mettre de l'énergie blanche, de l'énergie violette, comme j'ai parlé la semaine passée, dans les relations, dans les maisons, toute cette énergie blanche et violette qui transforme. Puis, comme je disais, notre bonté, cette énergie-là, au fil du temps, elle va nettoyer de plus en plus notre charge inconsciente. Puis ça ne vient pas du jour au lendemain, mais graduellement, ça va nous attirer de plus en plus de bonnes choses. OK, alors, est-ce que j'ai passé à travers toute ma liste? Je pense que oui. Oui, tout ce que j'avais prévu pour ce soir est là. Je veux ajouter en terminant que quand je fais mes petites conférences en personne comme ça, j'accueille les dons que les gens me font. Et donc, j'invite vos dons, si jamais vous voulez en faire par PayPal, par Western Union. Je vis uniquement avec une formule de dons. Donc, que ce soit des micro-dons ou des dons un petit peu plus importants. Ou des fois, je me dis, un jour, je suis certaine, je vais recevoir un héritage de quelqu'un. Puis quelqu'un qui va croire dans mes projets de lumière, puis qui va se dire j'ai pas beaucoup de famille ou ci ou ça, ou qui va séparer l'héritage, puis qui va dire j'aimerais ça en mettre pour ces projets de lumière. En tout cas, je veux dire que chacun de vos dons est très très précieux pour me donner du souffle avec tout ce que je fais dans la gratuité. Et je veux remercier tout spécialement elle qui m'a fait un nouveau don aussi cette semaine. Ça fait partie des micro-dons. Mais comme j'ai toujours dit, plusieurs micro-dons, ça s'accumule. Alors merci beaucoup parce que s'il y a plusieurs personnes éventuellement qui ont le goût de faire des micro-dons, ça va rebondir pour faire une force qui va m'aider à un autre niveau. Et comme c'est le début du mois, je ne sais pas comment c'est chez vous, on a souvent plein de choses à payer, d'appartements, de comptes d'électricité, de comptes de téléphone, de ci, de ça. Alors pour moi, c'est toujours la période la plus difficile, vraiment au tout début du mois. Donc, quel que soit le don que vous pouvez faire,
C'est très, très, très précieux pour moi et pour ma fille, qui a 13 ans et demi maintenant. Bon, ça, je pense que j'ai tout dit. Il me semblait qu'il y avait un petit dernier détail que activité. Non, je l'ai. Il y a une petite affaire qui m'échappe, mais je m'en souviens plus. Je ne l'avais pas noté directement. Ah, je viens de le retrouver. Je vais finir avec ça. C'est que j'ai oublié de dire la semaine passée. Je me souviens pas de tout ce que j'ai dit dans la vidéo. De quoi je parlais. Je ne peux pas faire le lien, je me souviens pas de quoi j'ai parlé, mais je me souviens que quand j'ai fini, j'ai dit « Ah, j'ai oublié de le dire à la caméra ». Puis c'est que j'avais dit à la personne qui m'accompagnait la semaine passée, j'avais dit « Ah, je vais te répondre dans la vidéo, j'avais prévu d'en parler ». Finalement, je ne l'ai pas dit à la vidéo, puis je lui ai dit après. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les visualisations de lumière que je fais pour les projets lumineux à venir dans ma vie, à Montréal, dans le monde, quand je vais à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame, je vois de plus en plus comment et à la chapelle, comment cet hôpital-là, éventuellement, va être un lieu multidimensionnel de plus en plus grand. Et j'ai eu des visions dans les derniers temps d'un jour, je ne sais pas dans combien de temps, où tout cet hôpital-là serait transformé dans un hôpital moderne qui serait ce que moi j'appelle les centres multidimensionnels du futur. Et l'espèce de progression que je crois que ça va prendre, c'est que là, je fais des petites activités ponctuelles en petits groupes dans la cafétéria et dans la chapelle. J'ai le projet d'aller contacter des gens du service des bénévoles et du service social de l'hôpital pour les employés pour qu'éventuellement on ait une salle dans l'hôpital, une pièce attribuée à nous pour qu'on puisse être plus nombreux pour le travail de thérapie et de spiritualité qu'on va faire ensemble et qu'on puisse inviter aussi des gens qui sont malades ou des gens du personnel de l'hôpital. Par la suite, je crois que quand ça va être démontré qu'on fait quelque chose de précieux, ils vont comprendre après un certain temps qu'on pourrait louer plusieurs salles. On pourrait en avoir, au lieu d'une, on pourrait en avoir 2, 3, éventuellement 4, 5. Donc, je crois qu'à un moment donné, il va y avoir une section à l'hôpital qui va être un petit mini-centre multidimensionnel et l'information va être partout pour tous les gens dans l'hôpital qui pourront aller en bénéficier. L'étape d'après, c'est qu'il y aura une aile de l'hôpital, comme toute une section, là, il y en a plein d'ailes, puis il y a plein d'étages, mais au moins sur un étage, une aile qui sera consacrée à un centre. Donc, on aura plusieurs locaux. Et sur une aile d'hôpital, habituellement, il y a des chambres, hein, vous le savez. Donc, les chambres pourront être comme des chambres d'hôtel. Ça pourrait être loué pour des visiteurs qui viendront pour 2 jours, pour 1 semaine, pour 1 mois. Donc, il y aura le volet hébergement, le volet salle d'activité, le volet salle d'éducation, de prévention. Donc, il y aura toute une aile. Et éventuellement, il peut y avoir une aile sur plusieurs étages. Et à un moment donné, j'ai eu la vision du futur avec tout l'hôpital transformé. Et je peux vous dire, bon, j'en reviendrai à un projet semblable, ben pas semblable, mais je vais le dire après, comme quoi que c'est possible. J'ai eu la vision comme toutes les ailes, en tout cas la structure de l'hôpital qu'on a ici. Et il y aurait comme une aile consacrée plus pour un centre multidimensionnel, mais pour toutes les activités dans le domaine plus du corps, au niveau des exercices, au niveau du pilates, du yoga, du tai chi, des choses comme ça. Après ça, une aile qui va être plus consacrée pour tout le style multidimensionnel, mais avec concentration mise sur les arts. Tout ce qui est musique, tout ce qui est peinture, ce qui est vidéo, ce qui est photo, les côtés plus artistes comme ça. Chant, danse. Une aile qui va être plus consacrée pour tout ce qui est vraiment éducation, prévention, pour les gens de tout âge, les programmes qui vont être faits, les vidéos, les conférences, les ateliers, les séminaires. Donc, tout le côté plus de l'école multidimensionnelle dans une aile de l'hôpital encore plus concentrée. Mais l'école va être aussi dans les autres volets. Une aile qui va être plus pour tout le côté thérapie, guérison, vraiment. Quand les gens vont y aller spécialement pour se guérir physiquement, psychologiquement, spirituellement. Donc, les activités en place, les salles, les ateliers, le matériel va être plus pour l'aile multidimensionnelle axée sur la thérapie et la guérison. Et il va y avoir une autre aile aussi pour toute l'énergie spirituelle pure là, dans le silence, ce qui est la méditation, la prière, la visualisation lumineuse, les décrets de lumière intérieure qu'on peut faire. Il y aura peut-être des salles de décrets de lumière aussi sonores qu'on pourra faire en groupe. Donc, tout le volet vraiment silence, écoute intérieure, voyage intérieur, une aile qui va être consacrée plus à ça.
pour les gens qui vont être dans la grande tranquillité, recevoir des inspirations. Il y aura aussi une section pour l'administration. Il y aura la cafétéria, le petit resto. J'ai imaginé aussi les serres de culture et les jardins sur le toit. Et 2, 3 petits théâtres à l'intérieur de tout ce grand hôpital-là, avec moins de salles, moins de sièges et plus de sièges, en tout cas 3 théâtres de grandeur variée, que ce soit pour des conférences, que ce soit pour des spectacles, des présentations, du théâtre, des choses comme ça. Donc, avoir des petits théâtres aussi sur place. Et l'exemple de ce que je veux donner, si je retrouve le nom, je l'ai marqué sur la vidéo, mais ça fait longtemps, je ne sais pas si je vais retrouver le nom. Il y a un gars aux États-Unis que son père était pasteur, qui a grandi dans toute cette énergie-là, puis il savait qu'il voudrait être un pasteur plus vieux, mais il ne voulait pas juste donner des enseignements spirituels, il voulait aider à d'autres niveaux, au niveau aussi de tout ce qui est l'aide pour l'alimentation, pour les vêtements, sortir les prostituées du monde de la prostitution, aider les gens à se trouver du travail, aider les itinérants. Il voulait apporter de l'aide à plein de niveaux, aider les artistes, démarrage de nouvelles compagnies. Alors, il s'est créé comme une espèce d'église où il pouvait faire comme son père avait fait, des enseignements spirituels, mais il rajoutait des pièces pour aider les gens de cette façon-là. Et ça a commencé tout petit, ça a grandi, c'était dans un quartier très pauvre. Je ne sais pas si je me demande si c'est pas à Los Angeles. Est-ce que ça s'appelle les Heart Center, quelque chose comme ça? Je ne suis pas certaine du nom. En tout cas, je vais essayer de le retrouver. Et au fil des ans, sur 20-25 ans, ça a toujours grandi. Il y avait à peu près 20-25 ans quand il a commencé. Il y en a maintenant près de 50. Et ils ont eu des dons, ils ont eu toutes sortes de miracles eux aussi. Et plein de bénévoles, des employés, plein de bénévoles qui sont allés travailler. Et ils ont déménagé souvent, ça a grandi. Et il y a quelques années, ils ont été en position d'acheter tout un hôpital complet qui se relocalisait ailleurs dans des lieux plus modernes. Et moi, je sais que l'hôpital Notre-Dame, il va être aussi tout redéplacé quand il va avoir le gros CHUM, le nouveau centre hospitalier universitaire de Montréal. Alors, c'est en construction. Et quand ce méga centre-là va être créé, il va y avoir des départements de d'autres hôpitaux de la région, 3 gros hôpitaux qui vont s'en aller là-bas. Et cet hôpital-là ici, ils ne savent pas exactement à quoi il va servir. Fait que je ne sais pas si le timing sera là ou si ça va être un peu après. Mais en tout cas, j'ai reçu ces belles visions-là, puis des fois, je les nourris dans mon imagination. Donc, si vous aussi, vous connaissez des lieux, des centres, des hôpitaux dans votre pays, vous pouvez reprendre la formule. C'est gratuit quand on va faire des choses à la cafétéria, dans les chapelles. Si on réussit à avoir une salle, on peut accueillir plus de gens. Le projet peut grandir. Puis, il y a déjà toute une clientèle qui a besoin d'aide, qui est là, sur place. Alors voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous partager que j'avais oublié la semaine passée. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir écouté toute cette conférence-là, ce partage-là. Je vous souhaite des belles découvertes dans les temps à venir avec vos émotions, avec vos pensées, avec tout ce qui va monter à l'intérieur de vous pour vous réaligner de plus en plus avec l'énergie divine. Et je remercie beaucoup André d'être venu. J'avais dit ça la semaine passée, j'ai oublié, il y a toujours un volet questions-réponses. Si tu penses que tu as juste 1 ou 2 questions, je peux la rajouter en terminant. Si tu penses que tu en as plusieurs, je vais faire une pause. Oui. Est-ce que tu penses que tu as plusieurs questions? Ou, oui. Oui, tu peux. OK, alors on va faire une pause là, puis on va juste reprendre pour un volet questions-réponses après. Alors, je ne vous dis pas officiellement bonne fin de soirée, on revient dans quelques instants.